Je me suis permis d'appeler cette partie une catastrophe écologique en cours. Et je cite d'ailleurs M. Christian Lévesque, je pense que ça résume bien le sujet, la vision actuelle de certains écologistes qui pensent que tout ce qui a été modifié par la main de l'homme doit être détruit, aboutit à des erreurs et des aberrations. Et nous pensons très sérieusement que c'est ce qui est en train de se passer sur nos cours d'eau. Donc les moulins à eau au cœur de l'histoire de France. Alors là vous avez une photographie du moulin de Barbégal. La technique du moulin à eau est connue depuis l'Antiquité. On sait qu'il y en avait déjà d'assez nombreux à l'époque gallo-romaine. Là c'est le moulin de Barbégal dans le sud de la France qui a été en partie conservé et refait. Et puis on a une miniature à côté qui est une miniature de vers 1300 où on a donc un chrétien qui se fait baptiser près d'une roue de moulin. La grande période d'édification des moulins à eau, c'est le XIIIe siècle. Ça commence dès le XIIe siècle. Vous avez des textes d'Aliénor d'Aquitaine là-dessus, qui incitent les bourgeois et les seigneurs à développer cette technique des moulins à eau, donc dès le XIIe siècle. Donc ce sont les Plantagenets, surtout la région de Normandie, de l'Aquitaine, sur lequel il y a les premiers moulins. Et le roi de France va imiter cette technique avec ce qu'on appelle le moulin banal, puisque ça va permettre aux seigneurs notamment de procéder à une taxe sur la mouture qui était auparavant faite par les paysans chez eux, et ils vont devoir les moudre le grain, ce qui permet de contrôler les productions et en même temps d'offrir un service, puisqu'auparavant c'était les femmes qui faisaient la mouture du grain, et là ça va être une machine, donc l'investissement est important au début, il faut faire un petit barrage sur la rivière, creuser un bief, mais ça permet donc de se servir de la force des eaux plutôt que de la force des hommes pour moudre le grain en particulier. On en a une cartographie très précise au XVIIIe siècle, donc là c'est la région de Montreuil, c'est votre région, la Canche, et j'ai pointé en rouge les moulins à eau, donc ça c'est une carte du milieu du XVIIIe siècle, carte de Cassini. Donc on voit que sur la Canche, vous en retrouvez un tous les 1 à 2 km, et également sur tous les affluents de la Canche. Alors, les usages des moulins à eau, au départ c'est moudre, mais ça va être broyer, battre, scier, tisser. À partir de la roue qui tourne et de l'axe, on va pouvoir créer des machines pour tout un tas d'usages, souffler, pour la métallurgie. Et donc évidemment les moulins à eau, ce sont les premières usines de France. Alors, il y aura les moulins à vent, à peu près 100 000 moulins à eau, 15 000 moulins à vent. Là où on n'a pas d'eau, on fait des moulins à vent. Là où on a de l'eau, on fait des moulins à eau. Et donc là, ce sont les meuniers qui vont être les premiers industriels, puisque tous ces engrenages qui vont se complexifier au fil du temps vont aboutir ensuite jusqu'au moteur à explosion et à la révolution industrielle. Beaucoup de grandes familles, comme la famille Peugeot par exemple, mais il y en a bien d'autres, sont issues de familles de meuniers. Il faut savoir que c'est une grande réussite, on va dire, de l'Europe, et que la France est le principal pays dans lequel vous avez le plus grand patrimoine de moulins à eau. Il faut que j'aille vite. Bon, là vous avez voilà, quelques photos. Il y a deux types en gros de moulins à eau. Vous avez les moulins à eau au fil de l'eau, donc directement sur la rivière, et vous avez des moulins à eau en dérivation sur des biefs. Ça va dépendre de la topographie. Chaque région a son type de moulin à eau en fonction du type de sol et aussi du type de climat. Si c'est des climats orageux et autres, on n'a pas les mêmes types de seuils, ils ne sont pas placés de la même manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos anciens, quand ils construisaient ce type d'aménagement, c'était très coûteux. Et donc évidemment, c'était lié à une connaissance très fine, en particulier des crues, du régime des eaux, du type de sol, et donc on ne construisait jamais par hasard n'importe comment, puisqu'ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Voilà une chaussée traditionnelle de moulin à eau, ce qu'on appelle une chaussée. On dit aussi seuil, en fait le nom original c'est chaussée. Donc c'est, vous voyez, un barrage en pierre, la plupart du temps, avec ce qu'on appelle le pas des meuniers, là, sur celui-là, donc généralement 1 mètre à 2 mètres de hauteur, pas plus, on a même des seuils qui font 50 cm, lorsqu'on a de large d'élévation. Et donc il faut bien comprendre que nos rivières, depuis, en gros, 13e, 14e, 15e siècle, sont constellées de ces petits barrages de moulins qui vont avoir cet effet de créer un écoulement en étagé, si vous voulez, voilà, par étage, comme ça. Et évidemment, le premier effet qu'on voit, c'est que le barrage du moulin va rehausser la ligne d'eau et ralentir les écoulements sur la partie amont. Mais on n'a pas un faciès uniquement lentique, comme c'est parfois dit. On a un faciès lentique avec des eaux lentes et profondes juste en amont de l'ouvrage, mais plus on va remonter en amont, moins on va avoir de lignes d'eau, plus la vitesse d'eau va s'écouler vite jusqu'au prochain ouvrage. Donc en fait, les ouvrages, si vous voulez, permettent d'avoir 3 faciès, un faciès d'eau courante à l'aval de l'ouvrage, un peu plus lent et profond, un peu plus loin, et jusqu'à un faciès d'eau lentique, tel que celui que nous voyons. Alors,
la politique de destruction des retenues d'eau, alors elle ne fait pas partie de la loi. Il n'y a aucun article de loi qui prévoit de détruire les retenues de moulins. Elle vient d'une circulaire du 25 janvier 2010. Donc j'ai dit, voilà, c'est là qu'est introduite cette idée de restauration de la continuité écologique. Alors la continuité écologique est un des enjeux, qui est inscrit dans la loi, à l'article 211, et qui fait partie d'une série d'enjeux de gestion équilibrée de la ressource en eau. Donc on a évidemment la ressource, la qualité de l'eau, la prévention des crues, un des éléments très importants. On a aussi les activités dans l'hydroélectricité, qui est promue à la fois par le Code de l'environnement et le Code de l'énergie, et on a la restauration de la continuité écologique. Rapidement, d'un point de vue, je ne vais pas trop m'appesantir sur le point de vue légal, qui est relativement complexe, mais jamais le législateur n'a prévu de détruire les retenues de moulins. Au départ, c'est l'article 214-17 du Code de l'environnement qui impose aux propriétaires d'ouvrages sur des cours d'eau classés, notamment liste 2, où il y a des poissons migrateurs, de gérer, entretenir et équiper les ouvrages, c'est-à-dire mettre des passes à poissons, des voies de contournement pour permettre leur franchissement. Jamais la destruction n'a été prévue par la loi. Mais une circulaire va inciter les services de l'État à mener cette politique. Donc, alors, voilà le grand titre, c'est la segmentation des cours d'eau est un obstacle direct au respect des engagements de bonne état de préservation de la biodiversité. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que le fait d'avoir des cours d'eau fragmentés, c'est le mot qui est utilisé, on a souvent des mots péjoratifs, fragmentés, segmentés, c'est-à-dire constellés de ces petits barrages, est négative pour les milieux. Alors, cette circulaire, je vais aller très vite, j'ai mis quand les apprentis sorciers copient leur matériel, si vous la relisez, dans cette circulaire, on met à bien des endroits, bon, il faut qu'on ait un retour d'expérience, on va commencer, vous voyez sur les sédiments, je ne vais pas vous relire, mais cette notion n'est pas encore tranchée d'un point de vue scientifique. On voit bien, si vous voulez, enfin, il suffit de la relire, que cette circulaire a été prise sans demander l'avis des scientifiques. Et d'ailleurs, voilà, M. Lévesque est là pour en témoigner, et bien d'autres. C'est une circulaire qui a été faite purement, qui est une circulaire politique, avec cette idéologie dont je vais reparler après. Alors dans cette circulaire, bien que l'on dise bien qu'on n'est pas certain, qu'on ne sait pas très bien où on va, qu'il faudra qu'on ait un retour d'expérience, on a en revanche une ferme intention de casser. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire que on n'est pas très sûr de là où on va, mais il faut y aller. Donc je vous lis quand même le texte qui est assez dur, les propriétaires de moulins qui sont présents se reconnaîtront. Cette police aura tout à gagner à être appliquée dans le cadre d'une prise en charge de la gestion d'une section de cours d'eau par les maîtrises d'ouvrage publics, le cas qui pourra notamment parler à votre main. La pression administrative doit ensuite s'exercer avec la plus grande vigueur sur les récalcitrants afin de préserver la crédibilité globale de la démarche. Dans cette circulaire, si vous voulez, ce que l'on dit en gros, c'est que tous les ouvrages sans usage, et on pointe bien sûr les moulins à eau, puisque, je vous dis, à peu près 90% des seuils en rivière, des petits barrages en rivière, sont des barrages de moulins à eau. Vous avez quelques seuils d'irrigation, quelques types d'étangs, mais c'est bien ce patrimoine-là qui est visé. Alors, donc résultat entre 2010 et 2023, donc là j'ai amené les listes, on a quand même réussi à détruire 4300 ouvrages, et totalement, c'est-à-dire que l'ouvrage a été détruit, et on a détruit partiellement 7700 ouvrages. C'est-à-dire environ 11 000 retenues d'eau, puisque vous avez bien compris que cette retenue va rehausser le niveau de la rivière sur des linéaires qui vont de plusieurs centaines de mètres à 1 kilomètre, et nous en sommes à peu près à 11 000 retenues d'eau détruites sur 60 000. Donc évidemment, l'effet que l'on peut imaginer, c'est que quand vous cassez tous ces ouvrages, vous abaissez la ligne d'eau et vous accélérez la vitesse d'écoulement. Alors, lorsqu'il y a eu les crues dans le Pas-de-Calais, on avait déjà connu cet événement en Normandie, j'ai demandé à notre bureau d'études combien d'ouvrages avaient été détruits. Donc d'après le ROE, référencé à l'obstacle à l'écoulement, c'est 300 ouvrages qui ont été partiellement ou totalement détruits. Alors, évidemment, il s'agit d'un bouleversement complet des écoulements d'eau tels qu'ils courent depuis des siècles. 303 ouvrages, je ne sais pas combien il y en a, je pourrais renseigner d'ailleurs les élus qui sont là plus précisément, mais je sais, pour avoir regardé, qu'en gros, à mon avis, on a détruit peut-être 70% des ouvrages. Et là, donc, si vous voulez, l'impact sur les écoulements et la régulation des eaux est considérable. Moulins et poissons migrateurs, M. Lévesque l'a abordé très vite. Vous avez ici le traité général des pêches de 1771. À cette époque, il y a 100 000 moulins à eau. Nos rivières sont constellées de ces petits barrages.
Et bien dans ce livre, vous pourrez reprendre sur les rivières, Duhamel du Monceau, à la demande du roi Louis XIII, fait un inventaire des pêches pratiquées, du type de poisson pêché. Et vous avez tous les cours d'eau quasiment de France. Bon, bah, il y a saumon, alose, etc., absolument partout qui sont pêchés. Alors qu'il y a à peu près, il reste 60 000 seuils, à l'époque, 100 000 moulins à eau. Il faut savoir que parfois vous avez 2 moulins à eau pour un même seuil, probablement 80 000 seuils. Donc on en a déjà perdu, on en avait plus que 60 000, là il nous en reste 50 000. Donc vous voyez qu'on a beaucoup moins de seuils à cette époque. Et quand vous lisez ces livres-là, vous voyez que les rivières sont vivrières, les gens vivent de la pêche, hein, et qu'il y a saumon, alose, toutes ces espèces en pagaille, enfin en pagaille, il y en a beaucoup, et ces pêchés c'est d'ailleurs régulé, et il y a d'ailleurs des braconniers, etc. Enfin c'est très régulé parce que c'est vraiment une ressource vivrière importante. Il y a certains moulins qui ont des droits de pêche, notamment pêche à l'anguille, pêche à la lose, et évidemment c'est une ressource complémentaire, et certains moulins même parfois gagnent presque plus d'argent par la pêche que par la meunerie. Vous avez une autre étude très importante, qui est la première étude d'un naturaliste français, 1920, sur la disparition du saumon du bassin de la Seine. Hein. Je vais vous lire ce que dit, je vais essayer d'aller très vite, hein, ce que dit donc M. Louis Roule, hein, étude de 1920 sur la disparition du saumon de la Seine. Jadis et jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle, les saumons remontaient régulièrement le fleuve Seine et traversaient Paris pour aller plus amont. Et il dit bien, les anciens barrages n'étaient pas très nuisibles. Peu élevés, construits en pan incliné, ils pouvaient s'opposer à la montée pendant les périodes de basses eaux, mais non en crue ni en eau moyenne. Ils se couvraient alors. Tel n'est pas le cas des barrages actuels plus élevés et verticaux. La montée reproductive se trouve arrêtée complètement, sauf parfois dans le cas de crues exceptionnelles. Donc, dès 1920, si vous voulez, on sait parfaitement que l'édification de barrages de plus grande hauteur, alors il y a une différence entre le barrage et le seuil ou la chaussée. Le seuil ou la chaussée ne barre que le bol de la rivière, c'est-à-dire le lit mineur. Le barrage, lui, barre le lit majeur. Donc évidemment, c'est des ouvrages beaucoup plus hauts, généralement 4 mètres, 5 mètres. Dès Napoléon Ier, on va en construire, et puis avec Napoléon III, ça va s'accélérer avec la révolution industrielle. Et évidemment, Louis Roule donne 2 facteurs de la disparition du saumon, l'édification de ces grands barrages, et il ajoute la pollution des eaux de Paris. Donc vous voyez qu'on n'a rien inventé. C'est en gros, on coupe les migrations traditionnelles, et puis on a une eau de plus en plus polluée. Donc dès 1920, tout était su. Alors il y a un point fondamental, puisque vous voyez bien que cette circulaire nous indique que c'est la fragmentation des cours d'eau serait un problème pour la biodiversité, et qu'il faut défragmenter nos cours d'eau. Alors j'ai pris quelques photos, il y en a des tonnes. Vous voyez à droite une chaussée de moulin, hein, donc le barrage en pierre, de hauteur plus ou moins importante, et vous voyez de l'autre côté un barrage de castor. Et je pense que c'est l'erreur fondamentale de cette politique. Je vais laisser ma parole assez vite, vous voyez, j'ai encore beaucoup de diapositives, le temps passe, mais si vous voulez, dans l'idée des écologistes, quand vous arrivez sur une rivière, vous voyez un barrage de moulins. Vous vous dites, c'est fait par l'homme, donc ça n'est pas naturel. Et effectivement, vous vous dites, mais comment le poisson va franchir ça? Donc l'idée est assez simpliste, et de se dire, bon, ben, en fait, ça n'est pas naturel, il suffit de détruire, les poissons vont circuler plus facilement, et ça va être formidable. On va retrouver une rivière sauvage, une rivière dite naturelle, parce que naturelle est confondue avec sauvage, c'est-à-dire une rivière originelle. C'est un peu le mythe de l'âge d'or. Sauf que, eh bien, pendant des millions d'années, sur tous les cours d'eau de l'hémisphère nord, une espèce a fait comme l'homme, le castor. Alors ça, c'est assez majeur, puisque vous avez des études scientifiques. Il a été réintroduit en France, en Suisse, et dans les cours d'eau, on le réintroduit, ben, il fait comme l'homme, si vous voulez. Il construit des successions de barrages. Alors lui, c'est pour se protéger des prédateurs. Nous, c'était pour d'autres usages, mais c'est à peu près les mêmes effets. Vous avez deux études scientifiques américaines qui comparent les barrages de castor au barrage de moulins, aux petits barrages anciens, et qui concluent que les effets sont globalement similaires. Hein. Ralentissement des eaux, augmentation des masses d'eau, multiplication des faciès d'écoulement, et évidemment des impacts. Alors, pour ce qui est des barrages de castor, si vous lisez les études, ce ne sont que des impacts positifs. Hein. Donc là, j'ai remis une série de photos, vous voyez le seuil du moulin, et vous avez le barrage de castor. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Bon, ben, les barrages de castor améliorent la recharge des nappes, la qualité de l'eau, limitent la fréquence, la gravité et la durée des incendies de forêt et des crues. Et ces barrages filtrent les sédiments qui pourraient, etc. En été, grâce à l'eau mieux accumulée en hiver, les mares de castor soutiennent les étiages. Les barrages favorisent aussi de nombreuses espèces, poissons dont salmonidés. Donc on va y revenir, puisque M. l'évêque a montré quelques courbes qui montrent qu'effectivement, on a beau avoir détruit massivement des seuils de moulins pour les poissons migrateurs exclusivement,
Et pourtant, les courbes ne montrent pas une augmentation de ces espèces, mais malheureusement, dans pas mal de cas, je vais vous montrer plutôt une réduction. Alors la première conséquence de la destruction massive de tous ces ouvrages, c'est l'accentuation des pénuries d'eau. Là je cite 3 études scientifiques, Pierre Pottera vous expliquera pour quelles raisons. On a tous en tête les eaux de surface, ça on les voit. Quand on détruit un seuil, on baisse la ligne d'eau, et effectivement, comme l'eau court, l'été, eh bien on n'a plus ces poches d'eau. Je vais vous montrer quelques photos après. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Pierre expliquera, c'est que les eaux de surface sont liées aux eaux souterraines, aux eaux des nappes, ce qu'on appelle les nappes alluviales. Voilà. Il y a un lien très clair entre les deux. Là, je reprends la conclusion de ces scientifiques. Ce sont des grands scientifiques. Alors, Pierre Pottera, lui, est ingénieur, mais je veux dire, Monsieur Lévesque, si vous reprenez, voilà, ce sont des gens qui sont vraiment dans leur domaine, qui ont fait un travail énorme et qui ont très très titrés. On a Monsieur Pascal Bartou, Monsieur Laurent Touchard, qui sont toujours en exercice à l'Université d'Orléans, qui ont signé cet avis en disant il faut cesser de détruire ces retenues, nous sommes en train d'aggraver les pénuries d'eau. Et d'ailleurs, ce document parle aussi des crues éclairs, puisqu'évidemment, Pierre va vous expliquer. Voilà ce que c'est qu'une rivière. On a en haut une rivière avec un niveau élevé, et on a le niveau de la nappe alluviale. Et en bas, on voit qu'une rivière beaucoup plus basse, la nappe alluviale va être vidangée. Je vais très vite, parce que ça, c'est la partie des spécialistes. La deuxième conséquence, c'est l'aggravation des crues. Pourquoi? Parce que la vitesse des eaux est accélérée, évidemment, lorsque vous avez de fortes pluies. Vous avez la perte de l'effet de laminage de l'énergie des eaux liée au seuil. Quand l'eau casse sur une retenue, c'est un effet de laminage, c'est-à-dire que ça ralentit la progression et ça casse l'énergie des eaux. Et d'ailleurs, les roues et les turbines, quand l'eau passe dans une roue ou une turbine, elle ressort doucement, si vous voulez, puisqu'on prend l'énergie des eaux. Or, quand on supprime tout cela, eh bien l'énergie des eaux demeure, et évidemment, ça descend de plus en plus vite, avec une force, une énergie de plus en plus forte, ça crée de l'érosion, et au point de débordement, c'est beaucoup plus majeur. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est la perte des eaux traditionnelles d'expansion des crues. Sur tout l'amont des bassins, vous aviez toutes ces petites retenues, la plupart en pierre, avec un système de vannage. La vanne, vous l'ouvrez quand il y a une crue, mais la vanne ne fait passer qu'un certain débit. Au-delà du débit qui peut transiter par la vanne, la rivière monte à l'amont et elle va aller nourrir le lit majeur. Et le lit majeur, ce sont des eaux d'expansion de crues traditionnelles. Et traditionnellement, lorsqu'il y a des crues, eh bien ces lits majeurs se gorgent d'eau depuis l'amont, doucement vers l'aval. Si vous supprimez ces petits ouvrages, d'abord, l'eau a beaucoup plus d'énergie, elle surcreuse le lit de la rivière, ce qui fait qu'elle ne déborde pas sur l'amont, elle arrive à grande vitesse sur les parties aval et les montées d'eau sont beaucoup plus importantes. Je vous montre juste un document en Normandie, on le voit mal. On avait calculé à l'époque, c'était en 2018, il y avait eu des crues à Pont-l'Évêque et à Lisieux. Et ça ne m'avait pas étonné puisque Pont-l'Évêque et Lisieux sont sur la Touques, et la Touques était un des cours d'eau normands sur lequel ils avaient détruit quasiment tous les ouvrages. Et donc, le résultat, on avait repris les pics des cours de Vichy-Cru, et voilà. Donc les données déterminent que la progression du niveau d'eau de la Touques a été 3 à 7 fois plus rapide que sur les autres fleuves côtiers. 4 fleuves côtiers, la Rhine, la Touques, la Dive, l'Orne. Sur la Rhine, la Dive et l'Orne, il y a eu encore assez peu de destruction, mais sur la Touques, ça a été justement, dès les années 2000, avant même la circulaire, ils avaient supprimé massivement les retenues. Et donc l'effet était très important. Vous voyez, la hauteur d'eau montait à 2,46 à Pont-l'Évêque, alors que si vous prenez sur la Rhine, au niveau aval, vous étiez à 0,78. Alors à Grimbaud, vous étiez à 2,98, mais vous étiez à 2,62. Vous voyez, vous avez les hauteurs de 0,84, donc 5,4 cm par heure de montée d'eau, alors que sur les autres bassins, vous étiez à 1,23 pour le plus important, ou 0,80. Donc l'amplitude de montée des eaux est 2 à 4 fois supérieure sur la Touques. Et la Touques est d'ailleurs le seul fleuve côtier qui avait atteint un niveau de vigilance orange à l'époque. Parmi les 4, c'était le seul, étrangement, celui sur lequel j'avais tout détruit. Alors évidemment, pour les parties amont, c'est intéressant de détruire les seuils, quoique, puisque on n'a pas de débordement d'eau dans les pâtures, notamment, ou dans les prés bordant la rivière. En revanche, à l'aval, c'est catastrophique. Troisième conséquence, écocide. Donc ça, c'est divers articles de presse 2022. Donc ça, ce sont des associations d'écologistes qui, suite à la destruction des ouvrages, on a sélectionné, on en a une quinzaine d'articles comme ça. Voilà, je peux vous citer par exemple le Parisien, sécheresse, quand un cours d'eau du Loiret rendu à l'état sauvage se vide peu à peu. Donc, quelqu'un qui dit j'ai toujours vécu à Sandillon, j'ai repris l'exploitation, je m'y baignais, j'y faisais du canoë, de nombreux poissons étaient pêchés, mais depuis le démantèlement des barrages, tout a crevé.
Évidemment, à chaque sécheresse un peu importante l'été, eh bien, il n'y a plus d'eau dans la rivière puisqu'il n'y a plus de retenue d'eau. Donc d'autres articles en énormément. Quatrième conséquence, alors dégradation de la qualité de l'eau. Donc c'est ce qu'on vous dit sur les barrages de Castor, le fait de ralentir les écoulements, vous avez un phénomène de sédimentation, tout ce qui est nitrate et autres. Donc là, je cite quelques études, il y en a pléthore, c'est l'unanimité des études scientifiques, tout est dans l'ouvrage de M. Bravard et l'évêque. Personne ne peut dire le contraire. On l'a même envoyé aux agences de l'eau en disant mais plus vous détruisez, plus vous augmentez les taux de nitrate de dérivés, ça crée des marées d'algues vertes, et puis on a des eaux de plus en plus sables, puisque ce sont dans les eaux lentes que se passe ce processus de dénitrification. Donc là, il y a une étude CNRS, Ifremer, IRSTEA, donc c'est quand même pas de M. Pinet et ses collaborateurs, d'une manière générale, tout ce qui permet de ralentir l'écoulement de l'eau dans la rivière, que ce soit la présence de seuil et de bouille, de méandres, favorise aussi l'épuration de l'azote par dénitrification. Cinquième conséquence, alors là c'est sur l'ordre, les poissons migrateurs, les destructions ont commencé en 2012 et elles se sont accélérées à partir de 2015-2017. Vous voyez le résultat, 2020, j'ai pas mis 2021-2022, c'est tout aussi bas. Alors, bon là j'ai pris les deux cas, le cas de la ternoise et de la liane, ça ne vous concerne plus. Donc voilà, on a 2014-2020, on voit bien une stagnation globalement, avec des effectifs de saumon et de truites quand même relativement bas. Donc on se dit, tout ce patrimoine détruit pour ça, c'est quand même... je ne parle même pas de l'hydroélectricité, qui a été malheureusement un peu saccagée dans la région. Voilà. Alors les barrages de Castor favorisent la présence de migrateurs. Alors ça c'est plus grave, c'est qu'en fait plus on casse, moins on aura de migrateurs. Puisque voilà, nous sommes dans un climat saisonnier, il faut bien le comprendre. L'hiver, nous avons de la pluie en abondance, à un moment où la végétation ne consomme pas l'eau. Donc nous avons des crues. Et l'été, c'est l'inverse. On a peu de pluie, mais là, la végétation, dès qu'il pleut, le couvert végétal boit toute l'eau. Donc, nous avons beaucoup trop d'eau l'hiver et pas assez l'été. Donc comment on gère ça? La nature l'a géré avec le castor, qui est une espèce clé de voûte et qui n'a, d'après tous les scientifiques, que des avantages, du point de vue biologique, biodiversité, crue, milieu. L'homme a finalement imité le castor pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'il a fait des successions de petits barrages. Et que dit-on sur les poissons migrateurs? Que ce sont sur les rivières où il y a le plus de barrages de castor, tout simplement parce que l'été, ils préservent des poches d'eau dans lesquelles peuvent se développer les atteintes des saumons. Voilà. Alors, voilà, là vous avez le cas sur la Vire, alors c'est un cas d'école, je vais très vite. Voilà, vous avez, sur la Vire, ils ont détruit 7 des 9 ouvrages à l'aval du fleuve. Donc vous voyez l'aval, pendant la sécheresse 2022, à gauche, l'aval d'un des ouvrages qui a été conservé, donc on voit la masse d'eau, et à droite, ce qui est resté, la Vire est un fleuve côtier, donc il y a normalement pas mal d'eau. Vous voyez qu'on n'a plus beaucoup d'eau, et on voit sur les berges le niveau d'eau tel qu'il était auparavant. Donc évidemment, avec un filet d'eau pareil, on ne sait pas trop où se trouve le poisson. Et là, vous avez les migrateurs sur la Vire. Faut bien voir que, voilà, 2015, c'est en 2015 qu'ils commencent à casser. Donc ils ont commencé à casser au moment où on a eu un pic d'alose, c'est l'alose le principal poisson. Et vous voyez en 2022, suite à ces suppressions, mais alors le plus terrible, c'est ça. Sécheresse critique dans la Manche, un barrage pour garantir l'eau au robinet. Donc après que les autorités locales aient détruit 7 barrages sur les 9, quand il fait en 2022, eh ben, ils ont construit un barrage provisoire pour rehausser le niveau d'eau de la Vire et pour alimenter en eau les populations. Après en avoir détruit 7 sur fonds publics. Et ils vont continuer. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Les ouvrages de référence, je pense que ces deux-là sont importants, il y en a d'autres. Alors on a aussi des choses assez étonnantes. On a l'administration elle-même, dans un guide Onemas et Maghreb de 2011, donc qui suit cette circulaire de 2010, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que au sein du ministère, vous aviez les anciens des ponts et chaussées, vous aviez les ingénieurs, et ils ont dit, attendez, vous voulez tout casser, mais ça va être une catastrophe. Donc il y a quand même eu un guide, qui était un cahier des charges préalable à la destruction d'un seuil. Que nous dit ce guide? Il y a 12 points négatifs. C'est-à-dire, avant de détruire un seuil, normalement, il faut étudier ces 12 points. Ça n'est jamais fait, parce que simplement, il y a cette grosse machine, cet argent, et puis on raconte malheureusement un peu n'importe quoi à nos syndicats de rivière, à nos élus. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ces conférences. Donc c'est quoi ces 12 points négatifs? Vous avez érosion régressive, surannivellement, affaissement de la date d'accompagnement, Pierre va nous en parler, médiocre qualité d'habitat, mortalité d'une partie de la rive sicile, remplacement réduction du volume de zones refuge pour les poissons en étiage sévère, on a même eu donc plein de rivières à sec, on a plein d'articles de presse, modification des peuplements biologiques, déformation géotechnique des bâtiments, puisque comme la nappe baisse,
Si vous avez des bâtiments sur Pieux-Bois un peu anciens en bordure de rivière, on a plusieurs cas de châteaux et autres qui, suite à la destruction de seuils, sont en train de s'effondrer. Ils ont même dû reconstruire les seuils après pour... bon, bref. Donc si vous voulez, normalement, on ne détruit pas un seuil sans respecter ce cahier des charges. Et il aurait dû être... Et s'il avait été respecté partout, il n'y aurait pas eu toutes ces destructions. Mais il ne l'est jamais. Voilà. Alors, résumé des conséquences, je vais laisser à Pierre. Il parlera de M. Jacques Mudry, qui n'est pas là, malheureusement. Donc c'est quand même un hydrogéologue, docteur d'État, et qui est lauréat du prix Castani 2023. C'est-à-dire c'est le prix concours de l'hydrogéologie. L'hydrogéologie, c'est vraiment le lien entre les eaux de surface, les pluies et les nappes. Voilà ce qu'il dit. Il est important que l'administration tire des conséquences des erreurs de gestion et restitue par étapes un état moins catastrophique que l'actuel. La reconquête d'espaces agricoles, l'effacement des seuils au titre du rétablissement d'une continuité écologique, le sujet qui nous occupe, ont eu pour effet cumulatif d'abaisser la ligne d'eau, de favoriser l'érosion, d'empêcher la recharge des nappes et la production de poissons, d'évacuer plus vite les crues vers l'aval et par conséquent de favoriser la sec totale l'été. Voilà. Et nos voisins américains et canadiens, ils font l'inverse de nous. Le ministère de l'Agriculture du Canada encourage la création de petits barrages pour diminuer les pollutions et pour réduire les débits de pointe en aval et les inondations associées. Donc en fait, pour réguler les crues et pour améliorer la qualité. Quant aux Américains, eux, ils construisent des barrages pour pérenniser l'écoulement de l'eau. Parce qu'évidemment, on va voir avec le lien, plus on abaisse le niveau d'eau, plus elle court vite, moins les nappes se remplissent, et l'été, dès qu'il ne pleut plus, votre rivière est à sec. Donc eux, ils construisent des petits barrages à l'imitation du castor, parce que les moulins à eau que nous avons, qui datent très anciennement, ils n'en ont pas. Ou ils réintroduisent le castor. Donc la réalité scientifique, c'est que nos rivières sont traditionnellement étagées, fragmentées par ces barrages, et que cette fragmentation n'a que des effets positifs. En tous les cas, si on en croit les études sur les barrages de castor, ou un certain nombre d'études, mais il y en a assez peu, puisque les moulins font partie de notre patrimoine depuis toujours. Personne n'a jamais voulu remettre en cause l'existence des moulins, et on s'est lancé dans cette politique de destruction sans doute un peu rapidement sur des présupposés un peu idéologiques. Alors, les parlementaires français sont venus au secours des moulins. La loi ne prévoyait pas de détruire, mais ils ont quand même renforcé la loi en disant non, s'agissant des moulins à eau, il ne faut pas casser. Alors, pourquoi? C'était en 2021, il y avait eu 2 sécheresses précédentes, et nos fédérations ont envoyé tous les éléments sur des cours d'eau à sec, sur la baisse des nappes, etc. Donc les parlementaires, contre l'avis du ministère de l'époque, alors qu'il y avait quand même une majorité, c'était Madame Barbara Pompili qui avait lutté contre cet article puisque ça allait contre son administration, eh bien, on a quand même eu presque un tiers des députés de La République En Marche qui ont voté cet amendement, et ça a été voté de la droite à l'extrême gauche. Même Mélenchon a pris la défense des moulins, tellement c'était une évidence quand on regardait les photos et autres qu'il fallait arrêter de casser. Et pourtant, ça continue. Malheureusement, les agences de l'eau n'ont pas modifié leur programme d'aide. Ça reprend. Alors la France manque-t-elle d'eau? Parce que monsieur l'évêque en parlait, on nous dit réchauffement. Il faut savoir que la France, nous ne stockons que 4,7% du flux annuel d'eau. L'Espagne, c'est 50%. Et nous déstockons, puisque nous détruisons massivement ces petits ouvrages. Et d'ailleurs, vous avez vu toutes ces histoires autour des bassines et autres, les agriculteurs commencent à manquer d'eau. Alors, il n'y a pas que les seuils qui expliquent le manque d'eau. On a bouché des fossés, on a des terres qui ravinent, où les eaux pénètrent moins, parce qu'il y a moins de biodiversité. On a supprimé des haies, mais on se dit, attendez, on ne retient que 4,7% du flux annuel d'eau, l'Espagne 50%, l'Italie 28%, est-ce qu'on ne pourrait pas retenir 6-7% pour être à l'aise? Non, on ne vous en parle nulle part. Ça, c'est assez étonnant. Vous avez vu, il y a eu des sécheresses en 2023, on a eu très peur qu'il y ait de grosses sécheresses. Quand vous prenez les rapports, moi j'ai été au Sénat, et je leur ai montré tous les ouvrages détruits. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu une ligne assez loin en disant on a quand même détruit 10 000 ouvrages, on va peut-être se poser des questions, mais ça n'a pas été mis très en avant parce que ça remet en cause une politique sur laquelle il y a des milliards d'euros qui ont été dépensés. Les agences de l'eau, c'est 4 milliards d'euros par an. Et donc évidemment, ça gêne un peu tout le monde. Voilà. Alors en conclusion, je vais aller très vite, il y a une idéologie en vigueur, c'est l'homme contre la nature. Voilà, tout ce qu'a fait l'homme, il suffit de casser ce qu'a fait l'homme pour que la nature revienne. Pour ce qui est des petits seuils, malheureusement, c'est l'inverse, puisque évidemment, sans eau, il n'y a pas de vie. Donc si on fait chasser l'eau à la mer de plus en plus vite, évidemment, on a moins de vie. Et que c'est la science qui doit avoir le dernier mot. Or, effectivement, on voit bien que c'est pas
Alors ce qu'il conviendrait de faire vis-à-vis des crues, bon Pierre on va en parler un peu mieux, un peu plus, mais il faut cesser de détruire les chaussées de moulin. Il y a eu donc 303 destructions, un certain nombre sont partiellement détruits, il faudrait les reconstruire. Et il faudrait surtout mener une grande enquête pour voir sur l'amont des bassins, de la Gange et d'autres, parce que ça va réarriver. Où est-ce qu'il faut reconstruire ces seuils? Généralement c'est bien de les reconstruire là où ils étaient, ou de réparer ceux qui sont partiellement détruits, et de faire déborder les eaux lorsqu'il y a de très fortes pluies dans des prés où il n'y a pas d'habitation. Donc il suffit d'identifier les zones, il y en a beaucoup, et lorsqu'il y a de très fortes pluies, on construit un seuil, on met une vanne, on ouvre la vanne au début, et puis comme avant, à un moment donné, la vanne ne suffit plus à faire passer le débit, les eaux montent, et ça va aller rentrer dans le limageur, et toutes ces eaux qui vont être retenues dans le limageur n'iront pas à l'aval. Donc au lieu d'avoir une courbe de montée d'eau qui va être comme ça, on va avoir une courbe en cloche avec un pic beaucoup moins important, et donc des dégâts beaucoup moins importants. Voilà. Nos ancêtres, en gros, savaient ce qu'ils faisaient. C'est moins le cas, c'est moins notre cas, malheureusement, du moins de mon point de vue. Voilà, je vous remercie, je passe la parole à Pierre Potin.